Le monde du trading et de l'investissement a un truc un peu mystique. Quand on y pense, c'est une sorte de grande arène où les gens les plus intelligents du monde s'affrontent tous les jours pour extraire un maximum de valeur. Vous avez sûrement vu les loups de Wall Street, The Big Short, etc. Ça fait rêver. T'appuies sur un bouton, quelques secondes plus tard, tu vois ton investissement exploser. Mais la réalité, elle est bien loin de ce monde merveilleux où tout le monde gagne de l'argent. En vrai, plus de 80% des traders perdent de l'argent. Et plus l'horizon d'investissement est court, plus les gens sont perdants. Pour ceux qui sont dans le positif, c'est pas joli non plus. Une étude a montré que 89% des fonds d'investissement professionnels n'arrivent pas à surperformer le S&P 500. Pourtant, ces gens qu'on voit dans les films, ils existent vraiment. Des investisseurs qui battent le marché de manière constante depuis des dizaines d'années. La question, c'est qui sont ces gens et comment ils font ? C'est deux questions que s'est posé Jack Swagger, à ne pas confondre avec Jack Swagger, ça n'a rien à voir, dans une série de livres qu'il a appelée Market Wizard. Dans chaque livre, il interviewe une vingtaine d'investisseurs et de traders qui peuvent aller d'énormes gestionnaires de fonds comme Paul Tudor Jones à des investisseurs inconnus du grand public. La seule condition pour qu'ils soient interviewés, c'est qu'ils battent le marché de manière régulière. L'unique point commun entre tous ces gens, c'est qu'ils font partie des plus grands investisseurs du monde. Et Jack, il a essayé de comprendre comment ces gens faisaient pour arriver à surperformer le marché alors que les autres n'y arrivent pas. Je me suis tapé les 5 livres pour que vous n'ayez pas à le faire, et cette vidéo sera un récapitulatif des différents aspects, des conseils, des stratégies qu'on retrouve chez les meilleurs investisseurs du monde. Et c'est assez marrant de voir que la plupart d'entre eux parlent des mêmes choses et donnent des conseils très similaires. Qu'ils pèsent 10 millions ou plusieurs dizaines de milliards de dollars, tous respectent une poignée de notions indispensables pour être un investisseur profitable. Le but de cette vidéo, ça va être de vous donner les points les plus intéressants que j'ai pu tirer de ces livres pour développer une stratégie, apprendre à gérer son risque et gérer ses émotions. Toutes les notions qui sont données dans cette vidéo viennent des témoignages. Et vous allez voir qu'on va beaucoup parler de trader, sauf qu'un trader, c'est pas forcément quelqu'un qui fait du day trading avec du levier, qui est sur des options, qui calcule des Fibonacci et qui prend plein de positions. C'est simplement quelqu'un qui rentre dans le marché et qui en sort à un moment. Si ce n'est pas déjà fait, on n'oublie pas d'aimer la vidéo et de s'abonner. Je vous rappelle qu'on rush les 71 000 abonnés avant Bitcoin. On est un peu en retard, mais ça se fait. Avant de commencer, qui sont ces investisseurs légendaires ? Avant de lire les livres, je pensais que c'était tous des génies avec un doctorat en maths. Alors évidemment il y en a, mais la plupart sont des gens assez lambda, en fait, avec une intelligence qui est légèrement au-dessus de la moyenne. La plupart s'accordent à dire que l'intelligence joue un rôle très limité pour déterminer si un investisseur va réussir ou pas. Le milieu social dont ils viennent ne joue absolument pas grand-chose non plus. Beaucoup de traders interviewés ont un background assez ouvrier, avec des parents qui ne savent même pas ce qu'est une action. Par contre, il y a certains points communs qu'on retrouve chez beaucoup d'entre eux. La plupart ont commencé à s'intéresser au marché quand ils étaient très jeunes. Et pour ceux chez qui ce n'est pas le cas, ils s'intéressaient à d'autres domaines qui ont des similarités avec l'investissement, comme le poker par exemple. Un autre point, c'est qu'avant de devenir profitable, beaucoup ont perdu pas mal d'argent, voire ont liquidé complètement leur compte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à implémenter des stratégies et des règles strictes pour que ça n'arrive plus. Le premier point qui ressort le plus souvent dans ces livres et que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait de devoir absolument trouver son propre style. Tous les témoignages s'accordent à dire que la chose la plus compliquée en investissement, c'est de développer une stratégie. Sur YouTube ou Twitter, on trouve énormément de gens qui disent avoir trouvé la stratégie ultime pour battre le marché. Spoiler, 90% d'entre eux n'ont rien trouvé du tout. Et même si vous tombez sur le 1% qui a vraiment développé une bonne méthode, ça va pas trop vous avancer, en fait. Pourquoi ? Parce que une stratégie, c'est quelque chose de très personnel. Tout le monde n'est pas fait pour faire du trading haute fréquence ou du day trading. Chacun a sa propre personnalité. Il y en a qui aiment le risque et qui savent très bien gérer leurs émotions, alors que d'autres préfèrent un horizon d'investissement plus long et se laissent facilement prendre dans le FOMO. Vous vous doutez bien que ces deux types de personnes n'ont pas besoin de la même stratégie. Donc, la première chose que conseillent tous ces traders, c'est d'apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses. Est-ce que vous êtes facilement stressé ? Comment vous réagissez quand le marché pump ou dump fortement ? Est-ce que vous aimez aller à l'encontre de la foule ? Tout ça, c'est des questions à absolument se poser. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si elle ne matche pas avec vous, vous aurez beaucoup de mal à l'implémenter. Et c'est encore pire si vous ne l'avez pas développé vous-même, parce que vous aurez beaucoup de mal également à lui faire confiance en cas de baisse. Et c'est souvent à ce moment que les gens font des erreurs. Anecdote assez marrante, le gestionnaire de fonds Joel Greenblatt a donné un très bon exemple pour illustrer à quel point ça sert à rien de copier une stratégie sans la comprendre. Entre 2000 et 2009, un des meilleurs fonds d'investissement du monde a réussi à générer un rendement moyen de 18% par an dans la stratégie qu'il proposait. Donc vraiment très très solide, 18%. Pourtant, sur la même période, le rendement moyen des clients de ce même fonds, il était de moins 8% par an. Et le pire, c'est que c'est pas un cas isolé. Peter Lynch a eu le même problème avec son fonds Magellan qui avait un rendement moyen de 29% par an, mais les clients en négatif.
Comment ça se fait? Parce qu'ils avaient juste à suivre la stratégie et c'est tout. Et ben c'est tout simplement dû au fait que les gens ont du mal à faire confiance à une stratégie qu'ils ne comprennent pas. Ça veut dire qu'ils sortaient leur argent du fonds dès que le marché baissait et qu'ils le rentraient de nouveau quand ça montait. Au final, le timing était tellement désastreux qu'ils ont réussi à perdre de l'argent sur un investissement qui surperformait le marché à la base. Donc essayez vraiment de trouver une méthode qui colle à votre personnalité et à vos objectifs de vie. À partir de ce moment-là, il n'y a pas 36 000 solutions. Vous allez devoir développer une stratégie qui fonctionne et vous allez être en concurrence avec tous les autres acteurs de marché. Le point positif, c'est que vous êtes libre de tester tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de stratégie meilleure que les autres. Schwager a dit lui-même qu'il existe autant de stratégies qu'il y a d'investisseurs. Il y a des millions de façons de faire de l'argent sur les marchés. L'ironie, c'est qu'elles sont toutes difficiles à trouver. Donc si vous avez aucune connaissance dans le trading d'options ou le développement d'algorithmes de trading, pourquoi se casser la tête avec ça en fait? Concentrez-vous sur ce que vous connaissez déjà. C'est pas pour rien que des légendes de l'investissement comme Warren Buffett ou Peter Lynch le répètent constamment. Ils n'investissent que dans ce qu'ils comprennent et dans ce qu'ils maîtrisent. Surtout pour les petits investisseurs comme nous. Si vous travaillez dans un secteur spécifique, vous allez sûrement avoir de bien meilleures connaissances sur le sujet qu'un analyste financier de Wall Street. Utilisez cet edge pour avoir un coup d'avance et pour vous positionner avant les géants. C'est la stratégie préférée de Chris Camillo, un investisseur particulier. En observant le marché qui l'entoure, il essaye tout simplement d'en déduire des tendances et des opportunités d'investissement. Et du coup, c'est en voyant que les restaurants d'une chaîne sont toujours blindés, qu'un produit prend de plus en plus de place sur les étals d'un magasin, ou que de plus en plus de monde avait un iPhone à l'époque, qu'il a trouvé des idées d'investissement. Et c'est aussi comme ça qu'il a fait ses plus gros gains. Parce qu'il avait un coup d'avance sur les analystes qui ne se rendent compte qu'il y a une nouvelle mode qu'une fois que l'entreprise a publié ses chiffres. C'est peut-être pas une stratégie qui convient à tout le monde, mais ce qu'elle montre, c'est qu'il faut être créatif. Il faut essayer de se différencier des autres, même si je sais que c'est très facile à dire. Oui, les géants de la finance auront toujours accès à plus d'informations que nous, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas des domaines où les petits portefeuilles peuvent avoir un avantage. Si c'était pas le cas, des investisseurs comme Chris Camillo n'auraient aucune chance de surperformer des gros fonds d'investissement. Ces mêmes fonds d'investissement qui vont jusqu'à analyser le nombre de voitures qui sont garées sur un parking de supermarché avec des satellites et tout, pour en déduire par exemple le chiffre d'affaires. Anecdote, j'avais discuté avec un ancien trader qui avait travaillé dans une grosse banque en salle de marché. Le mec m'expliquait qu'il travaillait sur, je crois que c'était du charbon, et pour vous dire à quel point certains acteurs sont en avance sur certains domaines, ils avaient des satellites qui mesuraient les conteneurs qui ramenaient le charbon de la mine, la poussée du bateau, donc en gros la poussée d'Archimède, pour essayer de mesurer le poids qu'ils avaient miné, et donc la valeur que ça allait avoir dans quelques temps sur les marchés. Donc comment vous dire que le Fibonacci, il est compliqué les gars. Dans tous les cas, le fait de développer une stratégie, qu'elle se base sur de l'analyse fondamentale, de l'analyse technique, de l'arbitrage ou peu importe la méthode, qu'elle soit exotique ou pas, ça prend du temps et c'est pas simple. La plupart des gens interviewés dans ce livre en ont testé pas mal et elles ont souvent échoué avant de trouver celle qui leur convenait le mieux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'une stratégie a souvent une durée de vie limitée. Souvent, c'est qu'une question de temps avant que d'autres personnes découvrent le filon et que la rentabilité diminue. C'est pour ça que par exemple les traders interviewés s'accordent tous pour dire qu'un investisseur doit constamment chercher à améliorer sa stratégie pour éviter de se retrouver dépassé. La seule stratégie qui a l'air d'échapper un petit peu à cette règle, c'est celle du value investing. Le value investing, c'est le fait d'investir dans des bonnes boîtes qui génèrent des revenus réels de manière régulière et qui ne sont pas surpricés, qui n'ont pas levé 100 millions et qui pendant 10 ans ne font aucun revenu. C'est la stratégie préférée de grands noms d'investissement comme Warren Buffett, Joel Greenblatt ou Benjamin Graham. La seule et unique raison pour laquelle cette stratégie n'est pas dépassée, c'est parce qu'elle fonctionne pas toujours. Je sais, ça paraît un peu paradoxal, mais les gens sont accro aux gains rapides. Et la particularité de ces stratégies, c'est qu'elle peut mettre pas mal de temps avant d'être rentable, parfois plusieurs années, ou du moins assez pour éviter qu'elle soit surutilisée et qu'elle perde en efficacité. C'est une stratégie qui fonctionne surtout avec les actions, mais il y a de plus en plus de projets crypto qui arrivent à générer des revenus de manière régulière, et donc ça peut valoir le coup d'y jeter un petit coup d'œil. En tout cas, si vous n'avez pas encore votre propre stratégie, ou au moins une que vous comprenez vraiment, essayez différentes choses et analysez les résultats. Tenir un journal peut vraiment aider à simplifier ce travail. Mais pour avoir une vraie stratégie qui tient la route, il va aussi falloir apprendre à gérer son risque. Quand Jack Schwager, c'est très dur à dire, analyse les investissements de quelqu'un pour savoir s'il faut l'interviewer ou pas, c'est plutôt des indicateurs comme le Sharpe ratio qui vont prendre en compte les rendements par rapport au risque pris pour les obtenir. Souvent, les gens ont tendance à oublier que rendement et risque sont les deux faces d'une même pièce. Si je vous disais que je vous proposais deux investissements, on en a un qui rapporte 12% et on en a un qui rapporte 15%. Vous prenez 15%, logique. Mais maintenant, si je vous disais que la stratégie qui rapporte 15%, elle est 3 fois plus volatile et 3 fois plus risquée, eh ben, est-ce que vous êtes toujours du même avis ? Ces 3% supplémentaires, est-ce qu'ils valent vraiment le coup ? Un bon trade peut vous faire gagner de l'argent, mais un mauvais peut vous empêcher d'en gagner à l'avenir. Alors du coup, c'est quoi qu'il faut prendre en compte dans ces investissements ? Premièrement, il y a la gestion du risque au niveau du portefeuille. Est-ce que si votre portefeuille disparaissait demain, vous pourriez continuer à vivre normalement ? Si la réponse est non, et que vous n'êtes pas trader professionnel, alors vous êtes surexposé. Pourquoi je parle de ça dans cette partie ? Simplement parce que le plus gros risque pour votre portefeuille, c'est vous, et surtout vos émotions. Et être surexposé décuple les émotions.
Mais on en reparle un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, si vous voulez diminuer votre risque, il va vraiment falloir regarder la composition de votre portefeuille. Idéalement, on veut qu'il soit composé de différentes classes d'actifs qui ne soient pas corrélées entre elles. Bah ouais, parce qu'en fait, même avec 100 cryptos différents dans votre portefeuille, vous n'êtes pas diversifié. Vous êtes protégé contre le risque d'un hack ou d'un rug pull sur un projet, ok, mais si Bitcoin baisse, c'est tout votre portefeuille qui baisse. Dites-vous que certains fonds d'investissement ont une équipe entière qui est juste là pour calculer la corrélation entre les différents actifs du monde entier chaque jour. Après, évidemment, c'est à chacun de voir avec quoi il est à l'aise. J'avoue que même si j'ai d'autres choses dans mon portefeuille, je suis moi-même surexposé aux cryptos, mais c'est une décision qui est réfléchie. Mais il y a aussi d'autres moyens de contrôler son risque. Le premier, c'est en choisissant les bons actifs. En investissant, on veut toujours extraire le maximum de rendement par rapport au montant risqué. Il faut éviter au maximum les scénarios où le potentiel de perte est plus gros que le potentiel de gain. Ça paraît extrêmement bateau maintenant, mais gardez-le en tête pour la fin du bull run. Je suis prêt à parier que beaucoup de gens vont se dire que faire un dernier x2, en vrai, ça serait quand même trop bien. C'est vrai, et peut-être que vous allez vraiment faire un x2. Mais est-ce que vous êtes prêt à vous manger à moins 90% pendant le bear market, si ça marche pas? Juste pour compenser cette perte, il vous faudrait faire un x9. La même chose s'applique aussi aux actifs qui montent en ligne droite. Ça peut être rentable, mais c'est extrêmement dangereux. Il vaut mieux attendre tranquillement un petit retracement. Ce qu'on cherche, c'est un trade asymétrique, où le potentiel de gain est plus gros que le potentiel de perte. Une fois que vous savez ce que vous voulez acheter, maintenant, il reste la question de l'exécution. Tous les gens interviewés dans ces livres sont clairs sur un point. On ne prend pas une position avant de savoir exactement où vendre. Que ça soit pour le trading ou pour l'investissement, il faut savoir où vendre si ça se passe bien et où vendre si ça se passe mal. Si ça se passe mal, on veut éviter à tout prix de rester bloqué avec une position qui sous-performe. Donc il faut toujours se fixer un point d'invalidation clair, que ça soit un certain prix, une limite temporelle, une limite de perte ou un changement dans les fondamentaux. Apprendre à placer des stops correctement peut vraiment vous éviter beaucoup de problèmes. C'est la même chose si ça se passe bien. On veut absolument éviter de surfer la montée et la descente. Il faut prendre des profits graduellement ou se fixer un point de vente très clair. Tout dépend de votre stratégie. Et l'autre point important qui est beaucoup abordé dans les livres, c'est d'apprendre à choisir une taille correcte pour ses positions. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est se retrouver avec une position qui représente 50% du portefeuille. Et croyez-moi, il y a une quantité de personnes qui ont beaucoup de connaissances dans l'investissement, dans les cryptos, dans tout ce que vous voulez, mais qui se font encore avoir à cause de ça. Le fait de faire ça, ça vous évitera de prendre des grosses pertes ou de sous-performer le marché si l'actif dans lequel vous êtes surexposé ne bouge pas alors que le reste va monter. Vous serez aussi beaucoup plus détendu au niveau psychologique. Dites-vous que sur la centaine de traders expérimentés qui ont été interviewés, seulement un ne respecte pas ces règles dans sa stratégie. Et lui-même dit que c'est très dangereux et très inadapté pour 99% des gens. Le fait d'avoir un bon risk management peut transformer une stratégie perdante en une stratégie gagnante. Quand on pense aux grands traders, aux grands investisseurs, on se dit qu'ils doivent avoir un win rate de fou, qu'ils doivent faire des 200% par mois. C'est le cas pour certains, mais beaucoup ont avoué gagner de l'argent sur seulement 50% de leur position, voire moins. C'est exactement pour ça que George Soros a dit que ce qui était important, c'était pas combien de fois on avait raison ou on avait tort, c'est combien on gagne quand on a raison et combien on perd quand on a tort. On est là pour gagner de l'argent, pas pour avoir raison. Si vous avez faux 19 fois et que la 20e vous faites x30, vous avez gagné de l'argent. Sauf que pour ça, il faut mettre son ego de côté et accepter d'avoir tort. Ou autrement dit, apprendre à gérer ses émotions. Au début de la vidéo, je vous ai parlé d'intelligence et que tous ces traders n'étaient pas forcément des génies. Et ça, c'est parce que l'intelligence n'est pas le seul facteur qui rentre en compte. Warren Buffett et Victor Sperandeo sont d'accord sur le fait que le secret pour réussir dans ce milieu, ce n'est pas l'intelligence, mais bien la discipline émotionnelle. L'investissement, c'est l'un de ces rares domaines où tu peux tout faire parfaitement et quand même perdre. Un bon trade n'est pas forcément un trade gagnant. D'où l'importance d'avoir un plan fixe, d'avoir un bon risk management et de s'y tenir quoi qu'il arrive. Je sais, c'est encore une phrase bateau que vous avez sûrement entendue 10 fois, mais pourtant ça reste la première raison pour laquelle les gens perdent de l'argent sur les marchés. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous savez, je parle de cette fois où vous n'avez pas vendu une position en perte en espérant pouvoir sortir après break-even, ou cette fois où vous avez acheté le dernier coin à la mode après qu'il ait fait x10 en un mois, ou encore cette fois où vous n'avez pas vendu par peur de louper encore plus de gains. C'est déjà arrivé à absolument tout le monde, moi y compris. Pourtant, si on vous avait dit de pas le faire une semaine plus tôt, on se serait dit bah ouais, logique. Gardons toujours en tête que nous sommes là pour spéculer sur les gains, pas sur les pertes. Tout ça pour dire que le jugement peut être biaisé par les émotions. Quand Schwager demande à ces personnes ce qui a été le plus dur pour eux au début, beaucoup répondent que c'était de ne rien faire et de faire confiance à leur stratégie. Warren Buffett aime beaucoup répéter que le marché est une machine qui transfère l'argent des impatients vers les investisseurs plus patients. Les clients qui ont perdu de l'argent alors que leur fonds d'investissement surperformait, c'est l'exemple parfait pour illustrer ça. Mais pour autant,
On n'est pas des machines, on peut pas appuyer sur un bouton et désactiver nos émotions. C'est normal d'avoir des doutes quand le marché baisse, d'être euphorique après un gros gain. Certains le ressentent plus que d'autres, mais finalement, on doit tous jouer avec. Il faut juste arriver à se discipliner et à mettre en place une stratégie qui permet de contrer tout ça. Pour ça, il faut absolument comprendre quand vos émotions prennent le dessus. Si vous commencez à faire n'importe quoi après une série de pertes, peut-être que vous devriez vous interdire de prendre une position pendant quelques jours. Si vous avez un problème de FOMO et que vous êtes un acheteur de top ou un vendeur de bottom compulsif, apprenez à détecter quand vous êtes dans cet état. Parce que si vous l'êtes, c'est que d'autres personnes le sont aussi. Et ça, c'est pas bon signe. Ce qui peut vous aider, c'est de noter votre état psychologique. Chaque jour, notez-le de 1 à 10, avec 1, la peur extrême, et 10, l'euphorie extrême. Si vous êtes en dessous de 2 ou au-dessus de 8, faites attention quand vous voulez vendre ou quand vous voulez acheter. Gardez bien à l'esprit qu'une décision d'investissement basée sur du greed ou de la peur finit souvent très mal. Vous allez peut-être louper des opportunités, mais au moins, vous aurez protégé votre capital. Pour ceux qui ont du mal à séparer leur position, je sais que parmi vous, il y a encore des gens avec des bagues qui datent de 2021, je vous vois, hein, rien ne vous empêche de vendre petit à petit. Et si vous avez peur que ça fasse x10 après ça, gardez un moonbag de perte de 5 à 10%. Vous pouvez faire ça. Bon, la vidéo aurait fait 3 heures si j'avais parlé de toutes les notions qui sont abordées dans ces livres. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est le fait d'avoir sa propre stratégie et de ne pas suivre aveuglément ce qui se fait déjà. L'importance d'implémenter une bonne gestion du risque dans cette stratégie. Apprendre à gérer ses émotions et ne pas se laisser guider par son ego. Et ce qui est très important, c'est pas vraiment ce que le marché fait, c'est comment vous y réagissez. Avec ça, vous devriez avoir une très bonne avance sur le reste des investisseurs particuliers. Si vous avez aimé ce petit résumé, je vous invite à lire ces livres. C'est sous forme d'interviews. Chaque trader parle de ses débuts, de sa stratégie et de ses meilleurs et ses pires trades. Franchement, je pense que c'est un incontournable. Et j'ai même pas de lien d'affiliation pour dire ça. Et si vous voulez plus de résumés de livres dans ce genre à l'avenir, n'hésitez pas à le dire en commentaire. C'était Iril, je vous fais des bisous. Ciao les potes.